Je dis pas non. Je vais pouvoir mettre mes blazers. Ah bah oui, je m'emmène. Ah bah, On attend 2 minutes et on va commencer parce que j'ai une dizaine de personnes qui sont déjà connectées. Donc je vais bouger les slides. Non, c'est bon, t'inquiète. Je cherchais à joindre Hervé. Vas-y, vas-y. Non, tout va bien. Rien de spécial. Ok. Tu veux que je cherche un peu? C'est à quelle heure? Ça va commencer. Maintenant, tout de suite? Ouais. Cécile, on va commencer, ça va faire venir les gens. On va commencer. C'est bon? Bonjour à tous, bonsoir. Ravi de vous accueillir pour cette conférence sur la gestion de patrimoine. Et l'idée, effectivement, ce soir, c'est de voir les points d'attention lorsqu'on est non-résident sur la gestion de patrimoine et surtout aussi sur la protection de ses proches. Donc, merci le petit journal d'avoir organisé cet événement et d'avoir rassemblé plusieurs partenaires pour discuter de différentes thématiques qui concernent les non-résidents. Le fait d'être à l'étranger, ça amène des défis qui sont assez uniques, hein, que ce soit en matière de fiscalité, que ce soit en matière de transmission de patrimoine. Donc justement, la gestion de ces actifs est véritablement cruciale et on va voir ça ensemble. Donc moi, je me présente, je suis Cécile Barbe, je m'occupe du cabinet Invest Expat à Hong Kong depuis maintenant pratiquement 10 ans. Les points qu'on va aborder ce soir, donc je vais vous présenter rapidement notre cabinet. On va regarder justement parler de mobilité géographique et patrimoine et voir quels sont les points d'attention. Ensuite, on fera un focus sur les mesures juridiques à prendre en considération. Et sur la partie placement, on fera un focus sur l'assurance vie et les dispositifs fiscaux à privilégier dans les investissements immobiliers. Je me tiens bien évidemment à votre disposition pour répondre à votre question en fin de conférence. Alors, notre cabinet, pour vous le présenter, on existe depuis 2015 à Hong Kong. En fait, Invest Expat fait partie d'un groupe en France qui s'appelle Altea Patrimoine, qui existe depuis 2006. Au sein du cabinet, on va vous accompagner sur différents sujets, différents domaines d'intervention. C'est bon. En fait, le pointeur ne marche plus, je suis désolé. Pas de souci. L'idée, c'est véritablement de vous accompagner sur différents sujets pour construire avec vous une véritable stratégie patrimoniale, que ce soit sur le développement de votre patrimoine, de voir effectivement comment on va dynamiser votre épargne, on va aussi protéger vos proches, préparer votre retraite et surtout anticiper une mobilité géographique si vous êtes amené à changer de pays ou préparer un retour en France. Donc au niveau des services et solutions qu'on vous propose, sur la partie placement, ça va être effectivement tout ce qui est placement financier, gestion d'actifs. On s'occupe également de tout ce qui est investissement immobilier, que ce soit dans l'ancien et le neuf. On a un service de courtage en financement, ce
On sait que c'est un vrai sujet aussi pour les non-résidents. Et sur la partie conseil, on va être amené à réaliser des audits de retraite ou études patrimoniales plus globales lorsqu'il y a une question juridique ou fiscale qui peut se poser. Et à chaque fois, vous aurez un conseiller dédié pour vous accompagner pour l'ensemble des démarches. Rentrons dans le vif du sujet. Donc, la mobilité géographique et la fiscalité du patrimoine. Alors, quels sont un peu les points d'attention? Je dirais que le socle, les fondations, ça va être effectivement le droit de la famille. Ça, c'est véritablement ce par quoi il faut commencer lorsqu'on va parler de développer un patrimoine, donc de regarder son régime matrimonial et puis de réfléchir aussi dès le départ aux problématiques de transmission ou de succession. Le deuxième point, bien évidemment, c'est de faire attention à votre résidence fiscale. Qu'est-ce qui va déterminer que vous soyez un résident français, un résident de Hong Kong, un résident de Singapour? La France a signé des conventions internationales avec bon nombre de pays et ça a des conséquences sur la fiscalité de vos revenus, la fiscalité successorale et aussi la fiscalité sur la fortune. Et enfin, sur la partie placement, si effectivement vous réalisez un investissement immobilier, il y a plusieurs sujets qui vont être importants au-delà de la recherche du bien, que ce soit est-ce qu'il y aura des travaux à réaliser, comment vous allez gérer ce bien, comment aussi vous allez le détenir, est-ce que ce sera une détention en direct, une détention en société, quelle sera la fiscalité si le bien est mis en location, et si vous avez recours à un financement, quelles seront les conditions. Enfin, sur la partie placement financier, là aussi, l'idée pour vous est d'aller chercher les enveloppes fiscales qui vont être les plus pertinentes par rapport à votre statut de non-résident, et ensuite de regarder les allocations d'actifs et les différents modes de gestion. Rapide point sur la fiscalité, on va passer à la slide d'après directement pour parler de Singapour. Non, pardon. Celle-là? Non. J'en ai pas d'autres. Alors, c'est pas la dernière, je vais la rajouter. Je suis désolé. C'est pas grave. Je suis désolé, Cécile. Pas de souci. Tu peux remettre sur la slide avant. On va essayer, on va la rechercher. Non, c'est bon, mais tu peux. Je reviens. Oui. Donc là, c'est la partie pour Hong Kong, mais ça va être à peu près, on va avoir les mêmes similitudes par rapport à Singapour. Donc, petit focus sur la fiscalité. J'ai essayé de réunir dans cette slide l'ensemble des éléments qui sont importants. Donc aujourd'hui, vous êtes non-résident français à Singapour. Donc l'idée est de voir effectivement comment va se passer la fiscalité sur vos revenus. Et notamment, l'idée c'est de vous montrer sur la fiscalité sur vos revenus de source française. La France et Singapour ont signé une convention fiscale pour effectivement déterminer l'imposition. Globalement, si on résume, sur les salaires et pensions que vous pouvez percevoir de France, sur vos revenus locatifs, l'imposition, ça va être l'impôt sur le revenu plus les prélèvements sociaux. Sur les revenus financiers, donc les valeurs mobilières que vous pouvez détenir en France, que ce soit donc, les revenus intérêts, dividendes ou plus-value, cession d'actions, l'imposition qui va se dérouler, ça sera celle de votre pays de résidence, donc en l'occurrence pour vous, Singapour. Donc on a de la chance et la fiscalité est plutôt favorable. Et la France pourra faire retenir un prélèvement à la source qui est le maximum, alors c'est 15% pour Singapour. En revanche, sur les plus-values de cession immobilière, la fiscalité est zéro, à quelques exceptions de près, en fonction du pourcentage de détention que vous pouvez avoir. Cécile, est-ce que tu veux que j'affiche le... Ouais, on l'a retrouvé, je suis désolé. Vraiment désolé, c'est le problème du live. C'est ça. On va la mettre tout de suite. Les aléas du direct. Je m'excuse. Alors attends, je vous prends la bonne. Désolé pour... Non, c'est parti de chez moi. Je suis désolé. C'est parti, mais c'est pas reçu. Alors, Sinon, c'est pas grave. Hein. Bah, ouais, je vais remettre l'autre. On va y arriver. Je suis vraiment confiant. Bon, l'idée, c'est qu'effectivement, donc comme je l'ai dit, salaire, pension, revenus immobiliers, impôt sur le revenu, prélèvements sociaux. En revanche, sur les placements financiers, on est exonéré des prélèvements sociaux. Ça signifie quoi, effectivement? Que si vous disposez de contrats d'assurance vie en France, de placements financiers, il faut bien prévenir vos banques de votre statut
ou les compagnies d'assurance de votre statut de non-résident pour éviter d'être soumis aux prélèvements sociaux. Donc ça signifie les informer de votre résidence fiscale à Singapour. Ça se passe soit par l'envoi d'un avis d'imposition ou du fameux CERFA 5000. Et enfin, concernant la fortune immobilière, je vous rappelle qu'en tant que non-résident, ce qui va rentrer dans l'assiette taxable de l'IFI, c'est uniquement les biens français. En revanche, en France, l'IFI, c'est sur le patrimoine immobilier mondial. Donc, à prendre en considération si vous réalisez aussi des investissements dans d'autres pays. On va faire un petit focus maintenant donc, sur les revenus immobiliers. On a souvent des questions et c'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes. Vous savez qu'en France, il y a 2 dispositifs fiscaux. Lorsqu'on va déclarer ses revenus immobiliers, ça va dépendre du mode de location. Soit vous faites de la location nue et vous êtes sous le dispositif des revenus fonciers, soit vous faites de la location meublée et vous êtes sous le dispositif des revenus BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Et à chaque fois, au moment où vous allez faire votre déclaration d'impôt, vous avez la possibilité de déclarer au régime micro, si vous ne dépassez pas un certain seuil de chiffre d'affaires, et appliquer un abattement, ou déclarer au régime réel. Et notamment, pour la location meublée, ça peut être assez pertinent, puisqu'on va pouvoir appliquer l'amortissement. Lorsqu'on fait de la location meublée, on peut être sous 2 statuts, le statut de loueur meublé non professionnel ou professionnel en fonction des revenus locatifs. Alors, dès ce soir, ce n'est pas de rentrer dans le détail de cette fiscalité. Je voulais juste faire ce focus-là pour dire qu'effectivement, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, la location meublée quand même dans le collimateur de Bercy. Donc il y a effectivement des choses qui ont été évoquées et qui vont se durcir en termes de fiscalité. Ça concerne notamment les meublés touristiques, donc les locations de type Airbnb. Donc ça, pour le coup, même si en ce moment, on a une loi de finances qui est un petit peu compromise, il y a quand même une loi qui est passée, la loi du 19 novembre 2024, qui est actée, qui a été votée, sur le meublé touristique. Donc les seuils vont être revus, et effectivement, ça concernera vos revenus à partir de votre déclaration de revenus 2025. Voilà. Ça dépend de l'endroit où l'immobilier est placé ou bien de la longueur de... Alors, en fait, ça va dépendre justement des communes. Il y a plusieurs choses. En fait, cette loi, c'est plusieurs points. Sur la fiscalité, c'est effectivement l'abattement des 50% qui a été ramené à 30% et un seuil de chiffre d'affaires à ne pas dépasser de 15 000 € pour pouvoir déclarer au régime micro, sinon on bascule automatiquement au régime réel. Et les communes et les syndics de copropriété vont avoir aussi plus de poids pour décider ou pas d'accorder le fait que vous fassiez de la location meublée touristique. Il y a également des mesures concernant les diagnostics. L'idée, c'est véritablement quand même de renforcer le contrôle sur les locations saisonnières pour éviter des abus, éviter des problématiques de logement dans certaines villes. Voilà, donc ça c'est la loi du 19 novembre 2024. Ensuite, il y a effectivement d'autres choses éventuellement qui étaient prévues avec la loi de finances 2025, mais comme vous suivez tous l'actualité, vous savez que c'est pour l'instant en suspens. On va continuer. Alors, si on revient un peu plus sur les aspects juridiques, mon intention là, ce soir, c'était de voir avec vous différents points d'attention. Le premier, c'est effectivement sur le contrat de mariage, le régime matrimonial, les donations éventuellement que vous pouvez mettre en place. Donc, c'est important lorsqu'on est déjà résident français et puis aussi non résident, de voir comment on peut aménager son contrat de mariage en vue de protéger ses proches, de protéger un conjoint survivant et d'anticiper aussi avec des donations. Alors déjà, est-ce que vous connaissez tous votre régime matrimonial? Est-ce que vous êtes tous sûrs effectivement de savoir sous quel régime vous êtes mariés? Alors vous savez, si je fais un petit rappel, en France, il y a les régimes communautaires, il y a les régimes séparatistes. On a aussi le pacte de solidarité civile. Donc ça, c'est quelque chose de très français, bien évidemment. Et ce n'est pas forcément reconnu lorsqu'on part dans d'autres pays, que ce soit Hong Kong ou Singapour, de reconnaître
un régime matrimonial. Donc en France, lorsqu'on ne prévoit rien, effectivement, on est soumis au régime légal, qui est le régime de la communauté réduite aux acquis. Lorsqu'on est non-résident, ce qui est important, c'est de bien connaître la date de son mariage. Alors souvent, les époux ne le savent pas, mais il faut quand même connaître la date de son mariage. Et généralement, on va catégoriser les mariages entre les mariages qui ont été réalisés avant le 1er septembre 1992, les mariages réalisés entre 1992 et le 29 janvier 2019, et depuis le 30 janvier 2019. Alors pourquoi je vous parle de ça et de la date de votre mariage? C'est parce que bon nombre d'entre nous, on est dans cette catégorie entre 1992 et 2019, et qu'effectivement, de fait, on peut être soumis à la mutabilité automatique du régime matrimonial. Alors, qu'est-ce que la mutabilité automatique? À partir du moment où vous êtes marié, que vous n'avez pas fait de contrat de mariage, et que vous partez à l'étranger, et que vous allez passer 10 ans dans ce pays, automatiquement, vous allez passer sous le régime marital de ce nouveau pays de résidence. Et ça se fait automatiquement, sans qu'on vous prévienne, sans qu'on vous envoie un petit courrier pour signifier le changement. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Si je prends un exemple, vous êtes un couple français, vous êtes marié en France, le lieu de résidence, votre premier lieu de résidence, c'était la France, et au bout de 2 ans de mariage, vous décidez de partir vivre à Singapour, et vous passez 10 ans à Singapour. Au bout de 10 ans à Singapour, vous basculerez sous le régime singapourien, et puis s'assimiler à de la séparation de biens. Alors qu'en France, vous étiez marié sans contrat, donc plutôt sous un régime communautaire. Et puis, après 15 ans à Singapour, vous décidez de revenir en France, et dans ce cas-là, vous rebasculerez automatiquement sous un régime communautaire. La mutabilité n'est pas rétroactive, elle ne vaut que pour l'avenir. Donc ça peut poser des soucis, effectivement, en cas de divorce, décès, d'avoir plusieurs régimes à liquider sur votre patrimoine. Alors, Donc, les années, si on revient en France, c'est pour la totalité des non. années. On aura plusieurs. On va dire sur mon exemple, donc ce couple est resté 2 ans en France. Pendant 2 ans, on est sous un régime communautaire. Ensuite, donc, il y a les 10 ans à Singapour où il est resté sous un régime communautaire. Mais au bout de 10 ans, il passe sous un régime plutôt séparatiste. Et puis, il retourne en France et rebascule de nouveau sous un régime communautaire. Et donc, par exemple, s'il y a 2 années de séparation de biens, comment ça se passe au début? Si on a réalisé des... divorce, il faudra tenir compte de ces 2 années s'il y a des investissements qui ont été réalisés, de dire non, on n'était pas exactement, on n'était pas sur de la communauté, on était plutôt sur de la séparation, donc sous un autre régime. Donc ça, c'est important. Alors, exactement. C'est uniquement si on n'a rien prévu. Si vous avez fait un contrat de mariage, effectivement, il y a donc une loi, votre régime matrimonial qui est reconnu. Pour autant, il faudra que le contrat de mariage soit reconnu aussi à Singapour. Donc souvent, on peut avoir un formalisme à respecter, soit présence de témoins ou autre. Si vous êtes dans cette situation-là, vous êtes marié sous un régime de communauté et que vous n'avez pas fait de contrat de mariage, pas de panique. Il y a quand même des solutions. Vous savez, vous pouvez toujours faire une déclaration de loi applicable. Donc, de contacter votre notaire pour faire cette déclaration. Alors, la déclaration de loi applicable, par principe, n'est pas rétroactive, mais il y a possibilité de demander à ce que ce soit rétroactif, ce qui permet du coup d'avoir une continuité sur son régime matrimonial et justement ce que l'on souhaite, plutôt communautaire ou plutôt séparatiste. Deuxième point important, après avoir parlé de mariage, ça va être tout ce qui est succession. Là aussi, le fait d'être à l'étranger vous place de fait dans un contexte international avec éventuellement des complexités si jamais effectivement il y a à gérer une succession. Alors autant tout à l'heure on a vu que la France et Singapour avaient signé une convention fiscale sur la fiscalité de vos revenus. En revanche, sur la fiscalité successorale,
il n'y a pas forcément une convention signée dans bon nombre de pays, notamment avec Singapour. La France n'a pas signé de convention fiscale successorale. Ce qui fait qu'effectivement, ce qu'il va falloir regarder, c'est comment on va éviter les doubles impositions et puis surtout de savoir quelle loi s'applique à une succession lorsqu'un décès se passe à l'étranger. Même si vous êtes français et que vous décédez à Singapour, ce n'est pas forcément la loi française qui s'applique. Ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre si vous êtes marié aussi, quand vous êtes marié, où se trouve votre patrimoine, avant de savoir quelle sera la loi applicable. Donc il faut regarder là aussi les règles applicables sans convention et les règles applicables avec convention. C'est bon, je l'ai dit. Tu veux que je revienne? Non, non, non. Vas-y, passe. Je croyais que si on mourait justement dans le pays, c'était la loi du pays. Ça peut, alors, on peut, de toute façon, ça sera d'abord un juge singapourien qui va être saisi, ce qui est logique puisque le décès a lieu à Singapour. Mais après, tout dépend de votre situation. Exactement, tout dépend de votre situation patrimoniale. Si l'ensemble du patrimoine immobilier se trouve plutôt en France, il y a de grandes chances quand même que le juge singapourien renvoie sur un juge français pour la succession. En droit français, lorsqu'il n'y a pas de convention qui a été signée avec les pays, voilà comment ça se passe et comment on détermine en France l'imposition, donc ça sur la partie fiscalité, l'imposition du patrimoine en fonction si le défunt était résident de France ou non résident, si les héritiers se trouvent en France ou ne se trouvent pas en France, et si le patrimoine transmis, pareil, est en France ou pas en France. Alors pourquoi je vous ai sorti ce tableau? Parce qu'il y a quand même des petites choses qui sont assez importantes, c'est qu'à partir du moment où le défunt était non résident, les héritiers sont non résidents, et ce que l'on veut transmettre ne se trouve pas en France, il n'y a pas d'imposition, donc c'est une imposition locale. Donc quand on est en Hong Kong ou Singapour avec des droits de succession minimum, ça peut être intéressant d'anticiper, de réaliser quelques donations à vos enfants notamment. Je vous rappelle les droits de succession et de donation en France. Vous savez qu'entre mari et femme et partenaires, vous êtes exonérés de droits de succession, pas de droits de donation. En ligne directe, les droits de succession vont de 5 à 45%. Donc pour vos enfants, en moyenne, ça va être plutôt autour de 20% en fonction du montant des patrimoines. N'hésitez pas à profiter des abattements légaux qui se renouvellent tous les 15 ans. Vous savez que tous les 15 ans, vous pouvez donner 100 000 € par parent, par enfant. Donc c'est quand même assez intéressant. Alors, je continue dans mes mesures justement pour protéger vos proches et anticiper. Et là, j'aimerais vous parler de l'assurance vie, qui est véritablement un outil patrimonial qu'il faut à un moment ou à un autre avoir dans son patrimoine, surtout lorsqu'on est français, d'utiliser effectivement les avantages juridiques et au niveau de la fiscalité que représente le placement en assurance vie. Alors soit en assurance vie de droit français ou en assurance vie de droit luxembourgeois. Est-ce que vous êtes déjà d'ailleurs posé ces questions-là? Est-ce que vous connaissez votre situation matrimoniale? Combien d'enfants avez-vous? Avez-vous des enfants d'une précédente union? Est-ce que vous avez déjà chiffré les conséquences de votre décès en matière de droit de succession? Est-ce que vous pensez que votre conjoint pourra conserver son niveau de vie dans le cas de votre décès? Ou est-ce que vous aimeriez protéger un enfant qui effectivement a plus de difficultés ou d'autres personnes en particulier? Et souvent, sur les réponses à ces questions-là, l'assurance vie peut apporter des solutions. Alors là aussi, je vous ai fait un petit schéma pour résumer, comme je l'ai dit, je ne peux pas rentrer dans tous les détails ce soir. L'assurance vie, déjà, c'est un bon outil pour placer son épargne et diversifier son épargne, bien évidemment, dans l'objectif de soit réaliser un projet à moyen terme ou d'obtenir aussi des revenus complémentaires pour la retraite. Lorsqu'on est non-résident, préparer sa retraite est un vrai sujet. Souvent, on pense à l'immobilier.
pour obtenir des revenus complémentaires. L'assurance vie est également une solution, puisque d'arriver à l'âge de la retraite, vous pourrez faire soit des rachats programmés sur votre contrat, ou pourquoi pas sortir en rente viagère. Comme je le disais, sur l'assurance vie, vous pouvez choisir soit le droit français, soit le droit luxembourgeois. La particularité du Luxembourg, on va être sur des contrats multidevises. Vous pouvez placer soit en euros, en USD, en livres. Il y a le fameux triangle de sécurité aussi. Les avoirs sur vos contrats d'assurance vie luxembourgeois seront placés au sein d'une banque dépositaire, donc avec le contrôle du commissariat aux assurances. Donc effectivement un peu plus de sécurité sur vos avoirs par rapport au contrat français. Après, les deux points qui vont être importants sur l'assurance vie, ça va être effectivement la rédaction de votre clause bénéficiaire, à qui vous souhaitez transmettre les fonds qui sont sur votre contrat. La clause standard sur les contrats, lorsque vous souscrivez un contrat, de fait, ça va être mon conjoint, non séparé, à défaut mes enfants nés ou à naître, à défaut mes héritiers, mais vous pouvez faire ce que vous souhaitez au niveau de la clause bénéficiaire. Vous pouvez faire une clause bénéficiaire en pleine propriété, en démembrement de propriété. On peut imaginer plusieurs scénarios. Et ça, en matière de stratégie, lorsqu'on réfléchit à la transmission de ces liquidités, ça présente énormément d'avantages. L'autre point aussi, l'assurance vie va permettre de limiter la pression fiscale, puisqu'au moment où on va liquider un actif successoral, l'assurance vie fiscalement sera traitée à part. En fait, l'assurance vie en France est régie par deux articles du Code général des impôts, l'article 990I et l'article 757B, en fonction de savoir à quel âge les primes d'argent versées sur votre contrat, de savoir si c'était avant 70 ans ou après 70 ans. Donc généralement, sur la majorité des contrats, sur les primes versées avant l'âge de 70 ans, au moment du décès, les sommes transmises sont exonérées pour la limite de 152 500 € par bénéficiaire. En plus des 100 000 qu'on a vu tout à l'heure. Donc pour transmettre effectivement des liquidités hors droit de succession, ça représente un avantage. L'assurance vie a sa propre fiscalité. On n'est pas soumis au droit de succession, c'est les propres droits liés à l'assurance vie. Donc c'est 20% après jusqu'à 700 000 et 31,25 pour la part supérieure à 700 000. Je vous rappelle, entre conjoints, partenaires de PACS, s'il n'y a pas de droit de succession. Pour les primes versées après l'âge de 70 ans, les primes sont soumises au droit de succession pour la fraction qui excède 30 500 €. En revanche, il est important, lorsque vous souscrivez un contrat d'assurance vie, de bien regarder aussi la fiscalité qui s'applique dans votre pays de résidence. Vous pouvez tout à fait avoir un contrat d'assurance vie étant non résident. En revanche, il va y avoir une portabilité fiscale du contrat. Le contrat peut vous suivre si vous changez de pays. Mais à chaque fois, de bien regarder dans votre nouveau lieu de résidence comment est traitée l'assurance vie au niveau fiscalité. Enfin, les derniers points que je voulais voir avec vous, donc là on va plutôt parler d'immobilier. Donc effectivement, toujours si on continue notre petit schéma sur dans les mesures que l'on peut prendre pour anticiper, en immobilier, les deux techniques qui sont généralement utilisées, ça va être le démembrement de propriété et la stratégie sociétaire. Lorsqu'on développe un patrimoine immobilier, se pose la question effectivement comment on va détenir ce patrimoine. Et puis lorsqu'on réfléchit à comment transmettre ce patrimoine, souvent on va utiliser le démembrement de propriétaire, c'est-à-dire qu'effectivement les parents vont conserver l'usufruit et transmettre la nue propriété à leurs enfants, dans le but d'optimiser effectivement la fiscalité successorale. Donc comme je le disais, lorsque vous souhaitez réfléchir à de nouveaux investissements immobiliers, réussir vos projets immobiliers, là aussi on va se poser et puis on va regarder quels sont les points d'attention. Bien évidemment la fiscalité, si le bien est mis en location, ce sera quand même pertinent de savoir si vous êtes sous le dispositif des revenus fonciers, des revenus BIC, quelles conséquences cela peut avoir également sur la fortune immobilière. Ensuite, d'aller choisir
les différents actifs. Est-ce que vous voulez faire du résidentiel classique, aller dans l'immobilier professionnel, dans des résidences de services, faire des acquisitions là aussi en nue propriété. Ce sera pertinent de voir aussi comment utiliser l'effet de levier du crédit et réaliser un financement pour acquérir ces nouveaux biens immobiliers. Est-ce que vous allez partir sur un prêt amortissable, prédéfini? Et enfin, comme je le disais, et ça se fait dès le départ, et c'est véritablement important, c'est le mode de détention. Est-ce que je fais l'acquisition en direct ou est-ce que je vais monter une société patrimoniale pour faire l'acquisition de mes biens immobiliers? Alors justement, si on fait un petit focus sur ça, donc vous avez trois possibilités. Si vous achetez un bien en direct, vous serez sous le régime de l'indivision de la communauté. Vous pouvez également choisir de réaliser votre investissement au travers d'une SCI, Société Civile Immobilière, ou au travers d'une SARL de famille. Alors pourquoi on va décider de monter une société? Les raisons, elles sont d'ordre juridique et elles sont d'ordre en vue de transmettre un patrimoine. Au moment où vous allez monter votre société, vous allez rédiger des statuts et dans ces statuts, vous allez pouvoir effectivement décider comment va se gérer ce patrimoine immobilier et s'il y a une volonté d'intégrer des enfants dans une société, de savoir comment progressivement on va transmettre les parts de la société aux enfants sans forcément perdre le pouvoir sur ce patrimoine. De décider aussi qui a le droit d'entrer dans la société au niveau des associés. Donc ça a des avantages assez importants. Après, de savoir si on va plutôt partir sur le SCI ou SARL de famille, ça va surtout dépendre de l'utilisation de ce bien et de la mise en location de ce bien immobilier. Si vous décidez de faire de la location meublée, automatiquement, ça sera plutôt SARL de famille à l'impôt sur le revenu ou SCI à l'IS. Si vous faites de la location nue, ça sera plutôt SCI à l'IR ou SCI à l'IS. IS, un peu sur les sociétés. Et enfin, pour voir un petit peu justement quels sont ces différents dispositifs fiscaux en immobilier qui existent, entre location nue, location meublée, démembrement, SCPI, je vous ai fait à chaque fois une petite fiche pour essayer de comprendre les caractéristiques, avantages, inconvénients et les objectifs. Alors le plus classique, le plus connu, c'est que j'achète un appartement et je fais de la location nue en résidence principale du locataire. Je vais pouvoir effectivement développer et transmettre un patrimoine, préparer ma retraite et générer des revenus complémentaires. Sur la location nue, on a plutôt une simplicité de mise en location, plutôt une stabilité des locataires, puisqu'on signe un bail de location de 3 ans. Et si effectivement on part sur un bien où il y a des travaux, on va pouvoir optimiser la fiscalité avec le déficit foncier. Les inconvénients sur la location nue, c'est la pression fiscale par rapport notamment à la location meublée. Et puis je vous rappelle que lorsqu'on part sur un investissement immobilier, il faut détenir le bien sur le long terme, puisqu'au niveau de la plus-value, on est seulement exonéré de l'impôt sur le revenu au bout de 22 ans et 30 ans au bout avec les prélèvements sociaux. Au niveau des caractéristiques, lorsqu'on réalise une acquisition immobilière, il faut toujours se poser des questions. Quand on va se valoriser mon bien, quels sont les objectifs par rapport à ça? La liquidité du bien, est-ce qu'il va se revendre ou pas facilement? La fiscalité, les objectifs en matière de transmission et la gestion. Sur la location nue, c'est plutôt un investissement qui répond à un bon nombre de critères. Si on passe maintenant à la location meublée, Si on passe maintenant à la location meublée, donc là j'ai un appartement et j'ai meublé mon appartement, donc je vais être effectivement sous le dispositif de la location meublée avec les revenus BIC. Donc là clairement on est sur une fiscalité plus favorable. Donc on l'a vu un petit peu tout à l'heure, et puis on loue aussi son bien un peu plus cher qu'en location nue. En revanche, lorsque je vais faire la location meublée, potentiellement, je vais avoir un peu plus de gestion locative à gérer, puisque je ne signe qu'à bail d'1 an ou 9 mois avec mon locataire. Potentiellement, on a quand même une rotation de locataire un peu plus fréquente qu'en location nue. Je vais avoir aussi des obligations comptables. Et puis, au niveau de la plus-value, comme la location nue, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Mais pareil, ça reste un investissement où on sait, sur ce type de bien, on va valoriser, on va
bénéficient d'une valorisation patrimoniale. La fiscalité, c'est plutôt avantageux. La liquidité de ces biens également. La gestion, voilà, peut-être un petit peu moins bien. Comme je vous l'ai dit, un peu plus de rotation au niveau des locataires. Sachez que vous pouvez également faire de la location meublée en résidence de service. Donc là, c'est tout ce qui est résidence étudiante, résidence senior, résidence de tourisme. Très bon placement pour préparer sa retraite et créer des revenus complémentaires. Là aussi, la fiscalité est favorable. On délègue la gestion, puisqu'on va déléguer la gestion à un gestionnaire. Donc on n'a pas vraiment à s'en occuper. Si vous investissez dans le neuf, vous allez récupérer la TVA de 20%. Logiquement, il y a une pérennité des revenus locatifs, puisqu'on va effectivement partir sur un bail de longue durée. Et enfin, on est sur des tickets d'entrée plus accessibles en termes de montant par rapport à du résidentiel classique. En revanche, les inconvénients sur ce type d'investissement, là aussi j'ai des obligations comptables, je suis en location meublée, et puis un point essentiel, la valeur des biens et le taux de rendement va dépendre surtout de la qualité du gestionnaire. D'où l'intérêt de bien choisir son gestionnaire lorsqu'on part sur ce type d'exploitant. Donc en termes de caractéristiques, toujours sur les mêmes critères, là où effectivement les avantages clairement, c'est sur la fiscalité et la gestion, un peu moins sur les valeurs patrimoniales. On est sur des résidences de services, plutôt des résidences fonctionnelles. L'objectif là, quand on part sur ce type d'investissement, ce n'est pas d'aller chercher de la valorisation patrimoniale. En liquidité, un petit peu moins, tout simplement, ce sont des biens qui se revendent, mais qui se revendent sur le marché secondaire et qui n'adressent que le marché des investisseurs. Donc, moins de personnes mathématiquement que sur un bien classique. La nue propriété, qui est véritablement un investissement plutôt dédié aux non-résidents, qui répond à beaucoup de demandes de nos clients. Investir en nue propriété, c'est effectivement faire l'acquisition d'un bien avec une certaine décote. On va acheter que la nue propriété d'un bien, on n'aura pas d'usufruit. L'usufruit va être cédé à un gestionnaire, à un bailleur institutionnel ou social. Donc l'intérêt, c'est qu'effectivement, on fait l'acquisition d'un bien et puis pendant une session d'usufruit de 15 ou 20 ans, on ne s'occupe pas de bien. Le bien va être géré donc, par ce bailleur. Et à la fin de la session d'usufruit, on devient pleinement propriétaire. Donc, quel est l'intérêt de partir sur ce type d'investissement? C'est de complètement ne pas avoir les aléas locatifs d'un bien immobilier. C'est comme si vous perceviez les loyers faits en une seule fois dès le départ sans fiscalité. Et puis, au fur et à mesure que la session d'usufruit va diminuer, il y a une valorisation mécanique du bien. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de jouissance du bien pendant la session d'usufruit. Donc ça mobilise aussi un capital pendant cette période d'investissement. Mais pour préparer sa retraite et générer des revenus complémentaires, c'est plutôt un très bon type d'investissement. Il y a des avantages aussi lorsqu'on souhaite transmettre, par le fait d'avoir un bien démembré. Donc en termes de valeur patrimoniale, de fiscalité, gestion, transmission, coche beaucoup de critères. Liquidité, comme les résidences de service, on est sur des biens qui vont intéresser des investisseurs uniquement, mais ça se revend sur le marché secondaire. Et on va terminer donc, sur les actifs avec les SCPI. Donc là, on sort du résidentiel et on part sur l'immobilier tertiaire. Donc là, c'est tout ce qui est commerce, bureau, établissement logistique, établissement de santé. Très bon produit de diversification dans son patrimoine, idéal pour préparer sa retraite et obtenir des revenus complémentaires. On est aussi sur des rendements qui sont généralement supérieurs aux rendements qu'on a dans le résidentiel, parce qu'on est aussi sur des baux de location qui sont beaucoup plus longs. On mutualise le risque parce qu'effectivement, on fait l'acquisition de parts dans une société avec d'autres investisseurs. La gestion est déléguée. On va pouvoir moduler son ticket d'entrée. Donc ça aussi, en diversification, ça va être pertinent d'avoir dans son patrimoine des parts de SCPI. En revanche, attention, au niveau de la fiscalité, on a quand même une certaine pression fiscale sur les SCPI qui sont 100% françaises parce qu'on sera sous le dispositif des revenus fonciers. Et il y a un risque de perte en capital et de risque de liquidité.
Donc c'est toujours un placement où il faut vérifier les sociétés de gestion et comment elles fonctionnent. En termes de gestion, transmission, fiscalité, c'est plutôt bon investissement, liquidité, voilà, c'est là où c'est le moins liquide parce qu'effectivement, on est sur un marché de gré à gré. Donc l'idée, c'était de vous montrer les différents types d'investissements qui sont possibles pour vous. Il n'y a pas de bon ou mauvais investissement. Il y a des investissements qui doivent répondre à vos objectifs à un moment donné. Et l'idée, lorsqu'on développe un patrimoine, c'est de diversifier. Donc on va généralement commencer avec des biens qui ont plutôt une valeur patrimoniale pour sécuriser son patrimoine. Et puis au fur et à mesure, on va développer. L'idée, ça peut être de partir sur des produits de diversification. Voilà. Merci beaucoup, Cécile. Est-ce que vous avez des questions? Vous me dites et je vous passe le micro. C'était très clair. Trop clair, peut-être? Aucune question? C'était très clair. Bon, super. Bravo, Cécile. Merci. C'est votre dernier mot? Pas de questions? Allez. Bon, merci beaucoup, Cécile. Merci. Pour votre information, on a une dernière conférence qui commence à 18h45, qui sera animée par la CFE. Julien Mathieu en présentiel et Rachida Kassi, directrice de la communication, en distanciel. Vous entendrez sa voix. Et après, on enchaînera sur le cocktail de fin de journée pour ceux qui sont disponibles veulent rester, qui commencera vers 19h, entre 19h15 et 19h30. Juste en face, là, dehors. Merci beaucoup, Cécile. Je suis désolé pour la présentation, Cécile.